C'est toujours un plaisir pour nous que de vous retrouver ce samedi dans le cadre du JT Sabah. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information dont voici la colonne vertébrale. Tripartite, chose promise, chose due. C'est finalement ce samedi que se sont ouverts les travaux CENI, gouvernement, CESAC, c'était au Palais du Peuple. Pendant ces temps, affaire 504, les réactions s'enchaînent et les opinions se déchaînent sur, comprenez, les timings évoqués par les présidents de la centrale électorale pour l'organisation des élections. Nous en parlerons dans ce journal le 14 octobre. Que vous rappelle cette date? Si ce jour passe inaperçu, il y a un peu plus de 20 ou 30 ans passés, les Zaïres dansaient et célébraient l'anniversaire de naissance du maréchal. Mesdames et messieurs, le bon choix est celui que vous faites de nous suivre. Merci et bienvenue au JT Sabah. Tout d'abord, cette information, Jacob Zuma attendu dans nos murs. C'est ce soir que le président sud-africain devra atterrir sur le sol congolais dans le cadre d'une visite à son homologue Joseph Kabila, avec qui il s'entretiendra de ce dimanche. Outre ce rendez-vous, l'agenda du président sud-africain comprend de nombreux échanges avec d'autres personnalités et animateurs d'institutions. Nous le disions en titre, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a ouvert ce samedi 14 octobre 2017 dans la salle de plénière du Sénat les travaux de la deuxième tripartite Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, gouvernement et commission électorale nationale indépendante CENI. Évaluation complète du processus électoral en cours, ainsi que d'autres points sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre seront au menu des échanges. Rachel Kitita et Doudou Kasuba étaient présents pour le compte de Numérica Télévision. C'est en présence des dirigeants, des institutions membres de la tripartite, mais aussi de quelques ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo que le Premier ministre a ouvert solennellement les travaux de la tripartite à Kinshasa. Bruno Tshibala a indiqué dans son discours que ces assises permettront à la CENI de disposer de toutes les données pour la publication du calendrier électoral. L'ambition de mon gouvernement est d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Nous sommes donc réunis aujourd'hui dans cette salle, Palais du Peuple, gouvernement de CNSA-CENI, pour procéder, comme le prévoit expressement l'accord politique du 31 décembre 2016, à la deuxième évaluation du processus électoral. Démarche conforme à l'accord du 31 décembre 2016, le président du CNSA, Joseph Olengankoy, croit qu'à l'issue de l'évaluation du processus électoral, la vérité pourra enfin être dite aux Congolais. Je demande aussi aux partenaires de nous faire confiance. Le CNSA fera tout ce qui est possible pour que la paix, l'unité, la concorde nationale, ainsi que les élections soient tenues dans une date concertée. Trouver l'équilibre qui permette l'organisation des bonnes élections, c'est le vœu du président de la CENI. L'évaluation tripartite a pour but de permettre une appréciation unanime du temps nécessaire au parachèvement des élections suivant la séquence convenue. Elle constitue aussi une instance de concertation de trois parties pour l'harmonisation de vues quant à la réussite du processus électoral. Les travaux reprendront mardi prochain. Ils vont durer 3 jours. Et dans son discours, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, très optimiste, a dressé un bilan plutôt positif quant au pas franchi jusque-là. C'est ce que nous dit encore Rachel Kitsita. Si pour les dirigeants des 3 institutions membres de la tripartite, tout tourne autour de la bonne tenue des élections et de la préservation de la paix, il en est de même pour les participants. Il faudra attendre beaucoup de cette évaluation. Il faut toujours savoir qu'en démocratie, il n'y a pas l'unanimité. Quel que soit ce que vous allez avoir comme problème, il y a toujours peut-être une frange qui ne va pas être d'accord avec ce qui est arrêté. Mais je crois qu'à partir du moment où la majorité converge dans une même direction, nous pensons qu'en tout cas toutes les choses avancent normalement, les institutions fonctionnent et nous allons aller de l'avant. Après évaluation de ce processus d'enrôlement des électeurs à toutes les dimensions, Kinshasa, diaspora, province, que nous pourrons nous
ensemble, parce qu'il faut que les Congolais qui nous suivent découvrent ça, ce que je veux dire aujourd'hui. Si nous terminons le mois de décembre sans qu'il y ait organisation des élections au cours de l'année 2017, la CENI n'a plus seule qualité de fixer les temps nécessaires pour l'organisation des élections. Bruno Tshibala a dans son discours indiqué qu'il n'y avait plus de crise politique en République démocratique du Congo. Les hommes honnêtes et de bonne volonté peuvent constater que l'accord politique global et inclusif, 31 décembre 2016, qui est en train d'être mis en œuvre de manière satisfaisante, a mis fin à la crise politique dans notre pays, provoquée par la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel. Avis soutenu par les participants. Du point de vue institutionnel, il n'y a plus de crise politique. Mais il y a quand même des caprices de certains acteurs politiques qui n'est pas à négliger. Pas de crise politique en RDC, oui, mais comment expliquer l'absence de l'opposition radicale? Du point de vue de l'accord, parce que toutes les composantes sont représentées dans la gestion consensuelle et dans le conseil national de suivi de l'accord. Et on l'a dit, si le président de la CENI dit aujourd'hui que la CENI n'a pas encore rendu public son calendrier électoral, il n'en reste pas moins vrai que sa sortie médiatique autour du désormais dossier 504 continue et alors a suscité des réactions. UDPS, majorité, société civile, la fameuse Peugeot 504 telle que caricaturée bouge tout à son passage. Retour sur quelques-unes de ces réactions. C'est dans ce contexte de tension sociale et de crise politique aiguë que j'ai appris avec indignation les propos irresponsables de Corneille Nangaa s'exprimant le 11 octobre 2017 devant les délégués de la société civile et des partis politiques qui renvoyaient la tenue des élections prévues au plus tard le 31 décembre 2017 par l'accord politique de la Saint-Sylvestre au calendrier grec vaguement en 2019. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Au jour d'aujourd'hui, à part la CENI, personne ne peut nous donner avec exactitude le délai dans lequel les élections, les bonnes élections vont se passer. Donc si la CENI estime donner un nombre 504 jours, ben, c'est raisonnable. Et c'est la CENI seule qui a la capacité et la compétence de donner le délai dans lequel elle peut organiser les élections. La CENI, avec son président Corneille Nangaa, ne nous aide pas et n'aide pas la population. Nous sommes dans un flou total. Et tous les pays retiennent les souffles, ce n'est que les élections. Cette comédie de Nangaa prend beaucoup d'ampleur. Et le mouvement de libération du Congo pense à ces sujets qu'il est possible d'arriver au vote dans un délai de moins de 200 jours. Le parti de Jean-Pierre Bemba estime que la déclinaison de toutes les opérations préélectorales et électorales peut se faire dans un délai de moins de 200 jours. La compilation des activités essentielles après la clôture totale de la révision du fichier électoral peut se réaliser non pas de manière simultanée, mais par chevauchement. Avis du MLC, ils l'ont dit dans un communiqué officiel. Et la déclaration de Corneille Nangaa, puisqu'on en parle, parlons-en encore. Il en a aussi été question à la matinée politique de la plateforme AR, comprenez, Alternance pour la République. C'était ce samedi en la commune de Kasavubu sur avenue de l'Enseignement. Gloria Seya pour le reportage. Membres de partis politiques et associations de l'Alternance pour la République ont rehaussé leur présence à la matinée politique à organiser cette plateforme au siège du parti politique Envol, parti cher au député Deli Sesanga. Après les mots de circonstance dits par le secrétaire exécutif de l'AR, Jean-Bertrand Ewanga, le coordonnateur de cette plateforme, le député Deli Sesanga, a passé en revue la situation politique actuelle de la République démocratique du Congo. Il appelle ainsi la CENI à organiser les élections coûte que coûte
d'ici fin décembre 2017 pour rendre palpable l'alternance politique. L'histoire de Nanga visant à organiser les élections dans 600 jours ou dans 500 jours, c'est-à-dire jamais, l'idée de préparer en coulisses un référendum que l'on veut imposer au peuple congolais, de modifier la loi électorale sans l'assentiment du peuple congolais est quelque chose que nous retrouvons, que nous allons continuer à retrouver. Et nous allons opposer à cela une résistance avec l'ensemble du peuple congolais. En cas de la non-tenue de scrutin, l'opposition compte mettre tout en œuvre pour mobiliser le peuple congolais afin de mettre fin à l'illégitimité des institutions du pays. Tout ordre qui est donné, toute instruction qui viole la loi, qui viole la Constitution, n'a pas besoin d'être respecté et les citoyens doivent faire valoir leurs droits. C'est le dernier carré du droit que les citoyens peuvent défendre par eux-mêmes. Lorsque les institutions ont failli, lorsque l'État n'est plus en mesure de sécuriser les droits que nous avons conquis de haute lutte, il revient aux citoyens congolais, chacun là où il est, de pouvoir s'organiser pour opposer une résistance à cette dictature. Le coordonnateur de l'AR a annoncé solennellement le départ de l'opposition de l'Assemblée nationale. L'Alternance pour la République compte en son sein 15 partis politiques et plusieurs associations. Et ne s'identifiant ni de l'opposition, encore moins du côté de la majorité, le courant centriste ou le centre continue lui à croire à un consensus à trouver à tout prix comme seule issue de la crise qu'elle connaît les pays. Dr Rodrigue Mwamba est président de la Ligue des jeunes du courant centriste. Il nous l'a dit, c'était ici à Numérica Télévision. La bombe de Corneille Nanga ratisse large. Rien à dire. Du côté de la plateforme des centristes, on réaffirme l'appel à un dialogue devant harmoniser les divergences. Aujourd'hui, nous remarquons que la déclaration de M. Nanga n'a tout simplement fait que réveiller tous les extrémismes. Si vous n'avez qu'à voir les réactions qu'il y a dans le camp de l'opposition, c'est carrément un appel à la guerre civile et à la majorité présidentielle, on fait fi de ne pas l'entendre, ou soit on l'encourage, mais il y a certaines voix qui en appellent même déjà à une 4e république, alors que nous savons très bien qu'un changement de constitution permettrait au président Kabila de rester au pouvoir indéfiniment. Au courant centriste, on rappelle aux uns aux autres la responsabilité face à la crise à laquelle il faut s'attendre si rien n'est fait. Pensons aujourd'hui que devant tous ces extrémismes, le peuple congolais ne se retrouvant plus, il est important, encore une fois, que la résolution du problème soit politique plutôt que laisser à l'organe technique de prendre seul une décision de repousser les élections. Aujourd'hui, il faut encore un consensus politique autour de cette question pour avoir une perspective beaucoup plus claire et rassurante des élections. Et l'originalité de la table ronde que nous nous proposons, c'est justement une implication contraignante de la communauté internationale parce qu'on ne peut pas à ce stade compter sur la bonne foi des politiciens. Il faut des contraintes et nous pensons que cette nouvelle table ronde pourra nous permettre d'avoir des contraintes qui puissent obliger les uns et les autres à appliquer le prochain accord. Et autre chose, dans ce journal, en négociation depuis le 6 octobre, le membre du gouvernement et les délégués des syndicats du personnel académique, scientifique, mais aussi administratif de l'enseignement supérieur universitaire ont finalement trouvé un compromis. C'était hier vendredi. Il faut croire que la trêve sollicitée par le gouvernement en vue de l'organisation de la 2e session pour les uns, de la délibération pour les autres, a été finalement acceptée. Une nouvelle taxe incorporée dans nos factures de la régie des eaux, les savions-nous? Sinon, il s'agit de la taxe de l'assainissement. Trêve de commentaires et laissons plutôt Ange Makadi nous parler de cette taxe. L'évacuation des immondices demeure un véritable défi pour la ville de Kinshasa et autres villes du pays depuis les projets de l'Union européenne. Pour relever le défi, le gouvernement a décidé d'incorporer dans les tout prochains jours une taxe d'assainissement dans la facture de la consommation d'eau. Une facture qui comporte déjà une taxe, la TVA, dont le taux est de 16%, appliquée depuis le 1er janvier 2012 en remplacement à l'impôt sur les chiffres d'affaires. Pour une frange de l'opinion, l'initiative semble plutôt louable. Bon, ça, c'est une bonne décision. C'est pas mal. C'est l'État, on contribue à l'État. Parce que c'est lui qui gère tout. Comment on va rejeter l'État? Comment c'est l'État qui gère tout? Bon, c'est une bonne idée. Et qui va réaliser?
C'est ça la question. Il n'y a pas de suivi, tout ça. Alors qui va contrôler? Je pense que la décision soit bonne. Néanmoins, il faut voir aussi des paramètres. La grande partie de la population n'est pas est au chômage, on peut le dire. Et même ceux qui sont engagés par-ci par-là, en tout cas, gagnent petit. Donc ils n'ont pas vraiment assez d'argent. Selon Patrice Moussoko, défenseur du droit des consommateurs, insérer une taxe d'assainissement à la facture de la Régie des eaux doit tenir compte du pouvoir d'achat de la population. Aujourd'hui, c'est 87 ans d'âge. En effet, le 14 octobre, sous le régime du maréchal, des mémoires heureuses et nostalgiques pour certains et malheureuses pour beaucoup, étaient consacrées à la célébration de l'anniversaire du président fondateur. Le président fondateur, le maréchal Mobutu, qui est mort. S'il était vivant, il aurait eu 87 ans aujourd'hui. Et demain, ce sera le 15 octobre, date à laquelle les continents, par devoir de mémoire, devoir se souvenir d'un de ses dignes fils, Thomas Sankara, 30 ans, jour pour jour, depuis son décès. Retour sur Thomas Sankara. Nous n'avons pas attendu demain pour le faire. Ange Makadi nous parle de la vie de l'homme. Arrivé à la tête du pouvoir en août 1983, Thomas Sankara, jeune révolutionnaire, aura marqué son temps. Sankara fut d'abord Premier ministre, puis président de la Haute-Volta, qu'il débaptise de son nom colonial pour la renommer Burkina Faso, comprenez, pays des hommes intègres. À la tête d'un comité national de la Révolution, Sankara a effrayé l'ex-métropole française comme les anciennes colonies. Il bouscule aussi les traditions ancestrales sur la place de la femme et son rôle dans le développement de la société. 30 ans après sa mort, Thomas Sankara, ancien président burkinabé, continue de fasciner la jeunesse africaine et ses discours résonnent plus que jamais. Il a toujours refusé les logiques libérales. Il visait toujours la souveraineté économique et alimentaire de l'Afrique. Sankara, fervent panafricain, fut un opposant à la dette qui accable l'Afrique. 3 décennies après sa disparition, ses ambitions et ses idées restent d'actualité. Âgé seulement de 37 ans, Thomas Sankara finit sa vie dans la pièce des pavillons Haute-Volta sous les balles d'un commando avec 12 de ses compagnons. Et le monde a célébré ce samedi 14 octobre la journée internationale de la normalisation. Un rappel donc sur l'importance de normes devant régir le fonctionnement de tout ce qui existe. La normalisation et la journée y consacrée. Nous en avons parlé, nous, avec Bertin Toumba. Il est président de l'association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation en RDC. Suivons-le. L'association a été créée après avoir constaté effectivement que la plupart des problèmes que nous avons dans ce pays sont dus effectivement à l'absence d'une culture normative. Les routes qui sont construites et qui font 6 mois au lieu de faire 20 ans ailleurs. On devait s'asseoir pour dire, est-ce que c'est normal qu'une route construite qui a engagé autant d'argent, au bout de 6 mois, elle est abîmée? La norme, c'est quelque chose qui doit être concret. Parce qu'à la base de l'élaboration d'une norme, c'est un besoin qui a été exprimé. J'aime toujours donner l'exemple du pain que nous consommons tous les jours. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu des problèmes par rapport à la qualité du pain, par rapport au volume du pain. Il y a eu même mort d'hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est parce qu'en amont, on n'a pas fixé les caractéristiques du pain, ni le poids du pain. Il y a eu des problèmes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être abstrait, c'est du concret. Parce que la normation elle-même est définie comme étant l'activité qui vous permet d'élaborer les normes, de les diffuser et de les mettre en œuvre. Donc, sans ce processus-là, il n'y a pas de normalisation du tout. C'est par rapport à l'importance qu'elle revêt aujourd'hui qu'on a estimé qu'il fallait une journée pour amener tout le monde à prendre conscience de l'importance de cette activité-là. On ne peut pas concevoir une vie sans règles. Imaginez qu'il n'y ait pas de code de route. Vous imaginez ce qu'on allait vivre. Donc aujourd'hui, il est important qu'on ait des règles, des normes. Pour des pays comme les nôtres qui veulent connaître un développement durable, qui parlent d'émergence,
On ne peut pas concevoir cette société, ce pays, sans normes, sans activité normative. Pas de vie sans règles, donc. Et c'est samedi 14 octobre que la dépouille du professeur député national Machako Mamba a quitté la morgue de l'hôpital du 59 pour l'université de Kinshasa d'abord, puis le siège du PPRD sont partis avant son exposition au Palais du Peuple où s'organise la veillée mortuaire avant l'inhumation prévue ce dimanche au territoire de Kassangoulou. Nous sommes dans la province du Congo central. Culture dans ce journal, c'est ce dimanche que se clôture le FIA Festival international des lecteurs qui se tient à l'espace Mutombo Beach, ex-Motonamoto Abungisa. Nous sommes là dans la commune de Bandalungwa. Retour sur ce festival avec Kelly Yoka, Monsieur Culture. Le point virgule, Exil 1914, J'ai peur, ce sont là entre autres les intitulés des performances des artistes venus de Bruxelles, Paris et Brazza qui ont ouvert le bal du Festival international de l'acteur 2017. Une rencontre culturelle riche en péripéties. Nako Betabino. Mon docteur, c'est un petit Polonais avec des grosses lunettes. Quand je lui ai dit que je partais au Congo, il m'a regardé et il a dit « Ah là là ». J'attendrai un peu, puis son m'a dit lui coupera le sexe. Le festival des lecteurs pour montrer, pour faire une découverte sur les acteurs. Quand je parle d'acteurs, je dis tous ceux qui, même les métiers qui sont autour du théâtre, de la danse et aussi de la musique. Les stars de la soirée ont expliqué leur performance. Ce sont des récits qui parlent des exils pendant la Première Guerre mondiale. C'était de montrer que les histoires d'exil et de réfugiés sont des histoires qui existent encore aujourd'hui, qui nous concernent tous. Différentes personnalités étaient de la partie, dont la ministre de la Culture et Arts. J'aimerais encourager les artistes, leur demander de continuer à travailler durement. Du côté du gouvernement, nous avons même déjà commencé à faire de manière que l'artiste vive de ses œuvres. Pendant 5 jours, le Festival international de l'acteur s'annonce riche en évasion avec différents groupes d'artistes, entre autres les Béja, Sangombonda, Moli Mokengeli, Kadogo de Machini, Atacha et tant d'autres. Culture toujours, puisqu'on a parlé acteurs, parlons cinéma. Les saviez-vous, l'industrie cinématographique... C'est pas facile, comprenez-moi, c'est pas toujours facile. Le saviez-vous, disais-je, que l'industrie cinématographique, voilà, africaine se porte mieux, on peut le dire, que la célèbre hollywoodienne du pays de l'oncle Sam. Sinon, laissons une fois de plus Kelly Yoka, encore lui, nous en dire plus. L'industrie cinématographique nigérienne baptisée Nollywood est née dans les rues de Lagos grâce au commerce informel des vendeurs de rue à la fin des années 80. Et c'est dans les années 90 que cette industrie prend de l'importance en Afrique. Mais dès 2009 à nos jours, l'industrie connaît son véritable essor par la réalisation d'une 50aine de films par semaine. Ce qui lui vaut la 2e place au rang après Bollywood en Inde et devant la célèbre Hollywood des États-Unis. Même si ses recettes ne sont pas comparables à celles de ses homologues indiens et californiens, Nollywood emploie désormais 1 million de personnes contre 375 000 pour Hollywood et 420 000 pour Bollywood. Les producteurs nigérians osent de plus en plus franchir certains budgets, comme le cas de Half of Yellow Sun de Billy Bandele qui a rassemblé 9 millions de dollars, ou encore Dr Bello, le tout premier film nollywoodien à être diffusé dans les salles américaines avec un coût de 250 000 dollars. Il faut savoir que produire un film au Nigeria coûte en moyenne entre 25 000 et 70 000 dollars d'après la BBC. Les films généralement produits en moins d'un mois sont rentables 2 à 3 mois. Le terme Nollywood, qui est un mot valise associant le N de Nigeria et Hollywood de H Hollywood, est une industrie qui fait la fierté du continent africain dans le monde sur le plan socio-culturel, une fierté dont on espère donnera un coup de fouet à l'imagination des cinéastes congolais. Hollywood, Bollywood, Nollywood, qui sait, peut-être Congowood demain. Musique, cela n'arrive pas tous les jours. Une journaliste à la chanson, mais pas n'importe quelle chanson, la chanson chrétienne, est
par Nancy Odia, jadis appelée la dame en cravate. La consort bientôt et très bientôt dans les bacs. Elle présente son album. Ce sera demain déjà. Nancy Odia en chanson. Nous nous sommes habitués à Nancy Odia au micro. Découvrons-la. Et tu verras ça met dans ta vie. Tu verras. Non pas qu'elle quitte les plateaux télé où on s'est habitué à la voir, mais plutôt qu'à côté du journalisme, sa passion, Nancy Odia, depuis un bon bout de temps, veut utiliser sa voix pour exprimer sa foi. D'où cet album, Jésus le Victorieux, témoignage d'une vie, hommage au Seigneur. Bonjour, moi c'est Nancy Odia, je suis votre sœur. Je vous invite ce dimanche 15 octobre à 16h exactement. On sera dans la salle de fête Fall Bob Mundavi dans la commune de Bandalungwa. Nous allons chanter Jésus le Victorieux. Donc ce sera un temps de louange et d'adoration. Ce sera également l'occasion pour vous de vous procurer le CD de l'album Jésus le Victorieux. Restait plus qu'à se fixer rendez-vous dans le bac pour savourer l'œuvre de la journaliste cantatrice. Musique encore, c'était le 12 octobre. Le Congo s'est souvenu d'un décédé, une fille en la personne de Franco Luambo Makiadi, le virtuose, la star, 28 ans depuis son départ dans l'au-delà. Nous avions nous aussi tenu à rendre à notre façon hommage mérité assez grand. Le détail dans... Le 6 juillet 1938, naissance d'une étoile à Sonabata dans le Bas-Congo. Et un peu plus tard, c'est à Léopoldville, dans la commune de Denal, actuelle Kassavubu, que Luambo Makiadi commence ses études primaires, qu'il arrête très vite après la mort de son père. Les petits Luambo fréquentent un peu la rue, où il fait connaissance de l'harmonica, ses premiers instruments musicaux auxquels il s'intéresse, inspiré déjà par Joseph Kabasele, Grand Calais. Pour son encadrement, il finit par être confié à un ami de la famille qui le case à la maison d'édition Goma où il emballe des disques. Et c'est là, en secret, qu'il apprend à gratter au fil de la guitare. Tout part donc des studios Ngoma jusqu'à sa rencontre avec Paul Ebengo de Wayon, avec qui il exerce sa passion, avec qui il se retrouve au sein du groupe Bandibou d'Albert Mampassi. C'est finalement en 1953, alors qu'il n'a que 15 ans, que la carrière du jeune Luambo est lancée avec un tout premier contrat signé avec le producteur grec Papa Dimitriou par les biais d'Henri Boané, qui l'affuble du surnom de Franco. Franco, diminutif de son prénom, François, pour son immense talent. Musicien de plus en plus adulé par les mélomanes, Franco de mi-à-mort, l'artiste prend alors de l'envol avec sa guitare solo et c'est au Hockey Bar d'Oscar Kachama que finalement est né l'orchestre Hockey Jazz, inspiration d'un autre guitariste, Jean-Serge Essou, accompagné d'autres artistes tels Roitelet, Rossignol, De La Lune, Lierre et autres. Les géants Hockey Jazz voient alors le jour pour une période de succès qui durera des dizaines d'années. La bande à Franco est une école où presque tout le grand passe. Luambo Makiadi Franco devient donc un des pères de la musique congolaise moderne. Après une vie à succès, c'est le 12 octobre 1989 à Namur en Belgique que s'éteint le grand maître malade qui, bien que déjà faible, revenait d'une tournée qu'il avait conduit avec son groupe à Bruxelles, Londres et Amsterdam. Et voilà, c'est par le grand maître que nous clôturons ces JT Sabah. Juste après, au programme, vous aurez droit à Numérica Show avec DJ H. Je vous conseille cette émission. Trésor Baka et Lamentation, c'est à partir de 21h. Et un peu plus tard dans la soirée, vous aurez droit à Écho de la semaine avec Peggy Sassa et le mariage aujourd'hui avec Nadine Maïf. Fin de cette édition d'information. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page Facebook, mais aussi merci à tous qui nous suivent sur YouTube. Portez-vous bien. À très bientôt.